À l'instant où je vous parle, notre pays produit par lui-même la moitié de nos besoins actuels et sera totalement autosuffisant d'ici 18 mois. On est passé directement de 75 à 100 MW, de 100 à 150 MW, de 150 aujourd'hui à 200 MW en 8 ans. On a sollicité déjà plus de 3 fois ce qui était prévu par le contrat qui construisait la ligne de raccordement au Nigeria. En dehors donc du Ghana, du Nigeria, il y a la Côte d'Ivoire également, qui nous fournit entre 10 et 20 MW, ce qui n'est pas suffisant parce que d'habitude c'est très difficile que cette quantité fournie puisse être libérée par le Ghana puisque ça doit passer par le Ghana avant d'atteindre les installations de la communauté. En dehors de cette centrale de 80 MW qui existe déjà, beaucoup d'autres initiatives publiques sont prises, notamment la construction d'une centrale de 400 MW, dont la première phase de 120 MW est financée par la BID. On a 80 milliards qui ont été signés tout dernièrement, et aussi un petit cofinancement de la BOAD, toujours pour faire en sorte que cette centrale de 120 MW soit disponible dans les plus brefs délais. En dehors de cette centrale de 400 MW, nous avons toujours sur initiative propre du gouvernement la construction d'une centrale de 2 fois 25 MW avec le partenariat public-privé de l'Iran. Les dossiers contractuels sont finalisés. Une partie du financement est déjà acquis, disponible au niveau de l'Iran parce que l'État iranien va faire le prêt à une entreprise iranienne qui va venir construire pour le compte du Bénin. En dehors de cette initiative, de cette seconde initiative publique, nous avons l'initiative de la construction du barrage d'Adiarala. Ça, c'est une initiative biétatique. Le Bénin et le Togo ont enfin décidé d'accorder leur violon pour que ce barrage d'à peu près 150 MW puisse être construit sur le fleuve Mono, avec l'appui financier, le soutien financier de Exim Bank de Chine. Tout ça, toutes ces initiatives publiques viennent s'ajouter déjà à l'existant au niveau du pool de la CEB. L'existant du pool de la CEB, pour le rappeler, c'est 65 MW du barrage de Nangueto, 200 MW contractuels achetés du Nigeria, 90 MW achetés du Ghana et à peu près 10 à 20 MW achetés de la Côte d'Ivoire. Donc voilà à peu près en termes d'initiatives publiques ce qui existe. Avant 2006, il y avait 12 chefs-lieux de communes qui n'étaient éclairés que pendant 4 heures, c'est-à-dire de 19h à 23h, terminé. Des communes comme Materi, Segbana, Kalale et tout ça, j'en passe. Aujourd'hui, terminé. Tous les 77 chefs-lieux de communes ont accès au réseau conventionnel de la SB2E 24 heures sur 24. Cela nécessitait une consommation supplémentaire d'énergie. En dehors de cela, avant 2006, il y avait à peu près 88 chefs-lieux d'arrondissement qui étaient électrifiés. Aujourd'hui, nous sommes à près de 441 chefs-lieux d'arrondissement qui sont électrifiés, qui sont connectés
au réseau conventionnel de la SB2E. Quand on dit 88 là, c'était lesquels? Il n'y avait pratiquement pas d'arrondissement rural. Puisque tous les 13 arrondissements de Cotonou font partie des 546 chefs-lieux d'arrondissement. Donc ils font partie des 88. Les arrondissements de Porto-Novo, de Parakou, de Lokossa, de Natitengu, de Ouida, tous les arrondissements urbains font partie des 88. Ça veut dire que, en fait, l'électrification rurale n'existait pratiquement pas. Avec tous ces programmes-là, le programme de 64 localités, le programme de 105 localités, le programme de 28 localités, le programme de 67 localités, ça c'est des programmes de connexion au réseau conventionnel de la SB2E. Il y a beaucoup d'autres programmes que nous pouvons citer, mais c'est tout ça là qui a permis de faire en sorte que, au jour d'aujourd'hui, il reste à peu près 105 chefs-lieux d'arrondissement non électrifiés. Le chef de l'État a décidé, avec le gouvernement, que d'ici 2015, qu'il n'y ait plus d'arrondissement, de chefs-lieux d'arrondissement qui soient dans le noir. Ça, c'est une vision. Mais cette vision est concrétisée par la mobilisation d'à peu près 50 milliards pour cette fois-ci pour faire de l'énergie moderne. De l'énergie moderne, c'est à base de l'énergie photovoltaïque. Quel est l'intérêt de cette énergie? D'abord, les localités sont éclairées, les localités ont accès à l'intrant premier en matière de production de richesse, c'est-à-dire l'énergie, mais ces localités sont autonomes. On construit des postes autonomes de fourniture d'énergie. Ça veut dire quoi? S'il y a un arrondissement aujourd'hui qui n'est pas électrifié, il doit savoir qu'il a son propre réseau et sa propre source d'approvisionnement. Il n'est plus connecté à la SB2E. Il ne dépend plus de la SB2E. Dès qu'il y a coupure à la SB2E, dès qu'il y a cessation de fourniture d'énergie, eux autres ils ne sentent pas parce que le soleil est gratuit. Il suffit que dans la journée, il y ait eu soleil pour que ce soleil soit capté et disponible pour être utilisé par ces ménages-là. Le troisième avantage de cette énergie, c'est que de ce programme que nous appelons programme d'accès à l'énergie aux plus pauvres, parce que le résidu des 105 chefs-lieux d'arrondissement, aujourd'hui, c'est les arrondissements qu'on avait considérés comme étant des arrondissements marginaux en matière de création de richesse. Donc, des arrondissements où sévit la pauvreté. Comme il y a eu un combat la pauvreté, il dit, bon voilà, voici l'énergie, je la mets à votre disposition. Conscient que c'est des milieux pauvres, le chef de l'État a décidé que cette énergie ne coûte pratiquement rien. Nous allons définir juste le minimum qu'il faut payer pour faciliter l'entretien des réseaux qui seront installés. Parce que le combustible ne s'achète pas dans ces localités. Le soleil ne s'achète pas, c'est lui qui joue le rôle de combustible. Donc voilà le programme que nous appelons programme d'accès à l'énergie aux plus pauvres. Après les microcrédits aux plus pauvres, l'eau aux plus pauvres, voici enfin le programme d'accès à l'énergie aux plus pauvres. En dehors de ces mini-centrales qui vont autonomiser ces zones rurales, nous avons également la vulgarisation de l'éclairage public. Les mêmes efforts sont faits dans le domaine de l'eau pour rendre accessible à tous et partout cette denrée précieuse. Au niveau de la SONEB, le grand projet du Grand Cotonou, financé à plus de 24 milliards par la BEI, l'Union européenne, le gouvernement béninois, pour faire en sorte que nous puissions améliorer le potentiel d'accès à l'eau au niveau de Cotonou, de Calavi, de Sémépodji, à travers notamment la construction d'un certain nombre de châteaux d'eau qui ont permis à peu près de tripler la capacité de production de l'eau. Des points de captage aussi qui ont permis
d'améliorer de façon très sensible la disponibilité en eau. Ce programme, je crois que est arrivé pratiquement à terme et va être mis bientôt en service par le chef de l'État. Et il est prévu au moins 15 000 branchements promotionnels qui seront exécutés dans le cadre de ce programme-là. En dehors de Cotonou, nous devons citer aussi les autres grandes villes, telles que Porto-Novo, qui a connu depuis en 2010 voilà, une amélioration du système de captage en eau. Dans le nord, dans la région de Parakou en particulier, nous avons un grand programme conduit avec le financement des Pays-Bas, le programme Orio, qui nous permettra d'améliorer encore la capacité de stockage du barrage de Kwara et aussi d'améliorer l'extension du réseau d'eau au niveau de toute la ville de Parakou. Il y a aussi le grand projet des régions de Komé, Grand Popo qui s'est passé avec la région de Banté. Bref, beaucoup de localités ont bénéficié de programmes d'extension. Le dernier projet, c'est celui d'amélioration d'accès en eau potable dans la région de Djougou, Tangueta, Savé, Tchaourou, pour faire en sorte que ces villes qui connaissent un accroissement de la population assez rapide pour qu'elles soient sécurisées au moins pour 20 ans en matière d'accès à l'eau.